Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette mini-série de la guide sur la conduite du changement. Donc avec Jérémy Attard, on a parlé du moins dans le premier épisode vraiment de sa vision de la conduite du changement. Merci Jérémy pour tout ça. Dans le deuxième, on va voir que le changement, c'est pas non plus une route qui n'est pas pavée de problèmes et de déceptions, et c'est normal. Mais en fait, il faut être lucide sur ce qui peut marcher et ce qui peut pas marcher. Et, euh, et quand on a préparé ces épisodes, on se disait, c'est vrai qu'il faut des fois laisser accepter qu'il y a des choses qui vont pas marcher et laisser l'équipe avancer, du moins sur un cadre qui est structuré et structurant, sur quelque chose où ils vont comprendre que dans leur contexte, ça peut poser un problème et en prendre totalement conscience avant de pivoter. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ces dysfonctionnements-là, comment tu l'as fait Pour moi, j'ai des expériences qui me reviennent. En fait, il faut que ça fasse tilt, en fait. Et à un moment donné, en fait, il faut que tu comprennes les choses par toi-même. Si je prends un exemple personnel, le TDD, à l'époque, OK, on commence par le test. Tu commences tout par le test. Et puis, en fait, il y a un moment donné où tu comprends qu'il faut sortir un peu du cadre parce que, en fait, c'est le comportement que tu vas chercher, c'est pas la structure. Tu viens de poser des questions qui sont, etc., etc. C'est pour ça que le BDD d'ailleurs a été créé après le TDD. Du coup, et tu vois, on parle de ça et sur des projets, la prise de conscience, parce qu'il y en a qui vont, en fait, il y a toujours un peu des acteurs, il y a toujours un peu des suiveurs. La prise de conscience collective sur un projet, moi, je me rappelle, c'est une erreur de conception. Il fallait réécrire un moteur. Du coup, je sais plus c'était quoi, c'était sur des itinéraires de métro ou je sais plus quoi. Et en fait, on a pu le refaire en 2-3 jours parce qu'on avait tous les tests qui étaient en place et qui avaient une orientation qui était de comportement et pas forcément liée à la structure. Donc en fait, c'est des événements qui permettent de prendre conscience des choses. Après, sur les derniers engagements, sur les derniers accompagnements d'équipe, en fait, c'est exactement ça. Déjà, il faut qu'on ait une vision claire de où on va, de tu as le sens qui est partagé. Et en fait, après, comment est-ce qu'on accompagne les équipes? Et en fait, quand on accompagne les équipes, on ramène un peu de sens. Et derrière, en fait, on dit, il faut qu'on ait, on va pas être dogmatique sur le format. Ce qu'on cherche à avoir, c'est par exemple les échanges sur le Trace Amigos, des échanges comme ça. Et en fait, du coup, on leur dit voilà, vous avez différents outils qui sont à votre disposition. Nous, on peut vous accompagner sur les premiers, si vous voulez. Du coup, il y a déjà ce côté de choix qui leur permettent d'avoir une implication sur le sujet. Et en fait, par défaut, on a cette bout d'amélioration continue qui va se mettre en place sur les sujets. C'est ça. Donc C'est ça vraiment ça, mais permet de laisser les gens vivre leurs expériences tout en étant dans un cadre qui est assez rassurant. ils ont tous des croyances limitantes, qui sont des croyances limitantes et qui pensent que ce qu'ils vont proposer, c'est pas en phase avec la bonne pratique de l'agilité. Je vais prendre un exemple que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, il y a une équipe, ils voulaient s'impliquer plus dans la conception du produit. Donc, c'est dire, nous, on voudrait proposer des features, on voudrait co-construire la feature, l'US ensemble, la feature mapping, des stories, mais pas juste que le PO nous dise ce qu'on doit faire, parce qu'on a une très bonne connaissance métier, ça fait longtemps qu'on est là, on veut le faire, mais c'est pas comme ça qu'on fait dans l'agile. Le PO, c'est lui qui doit décider du backlog, qui doit le faire. Et, et, et tu vois, ils se mettent dans des choses parce qu'ils ont vu ça dans des vidéos, des articles de blog, conception, des gens qui ont fait du très bon marketing dessus pour vendre des choses comme étant des sauveurs. Alors que quand tu reviens en direct sur le manifeste agile, tu dis, bah non, en fait, c'est l'essence même de l'agile, de co-construire ensemble. Et finalement, quand ils ont fait ça, ils ont évité d'avoir
des features totalement inutiles, des trucs qui n'avaient aucun sens, qui allaient leur créer une dette technique. Et d'un côté, bah, il y avait quelqu'un aussi de très ouvert côté PO et PM, parce que les croyances sont de part et d'autre. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choses moi qui m'ont marqué dans les discours. Je me dis, mais non, en fait, si vous Le- pouvez pas exprimer ça, c'est voilà. Toi, t'es pas là juste pour coder, t'es là pour livrer une feature qui marche et qui crée de la valeur pour ton entreprise. les valeurs, ouais. Moi, ça me fait penser un peu à des expériences. Il y a un moment donné, en fait, le, ce qui est enfin, le plus important, c'est de se comprendre et de réussir à être aligné. Le format, et ben, en fait, derrière, il faut trouver le bon, tu vois. Donc, effectivement, côté agilité, t'as l'US qui ramène en fait le juste niveau pour dire il faut qu'on ait la conversation dessus, et en fait derrière on viendra cribler un peu avec des tests d'acceptance, etc. Mais je donne un exemple sur un projet en fait. Du coup, il y avait trois responsables un peu métiers, et du coup sur différentes facettes d'une appli. Et en fait, finalement, dans les trois, ils avaient chacun finalement un mode d'expression qui était différent. Il y en a un qui était plus littéraire. Il y en a un autre en fait qui pouvait exprimer les choses avec des comment des tables de vérité ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, ils avaient tous finalement un format qui était différent. Donc, à un moment donné, mais en fait, c'est important d'en prendre conscience, parce que dans les échanges après, pour réussir à, à avancer et à se comprendre, eh ben, l'idée, c'est de trouver le bon format, ou de savoir comment une personne fonctionne pour aller chercher la manière de cristalliser les tests au mieux, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des bonnes pratiques, et c'est ce que tu disais, hein, on parle de Gherkin, par exemple, hein, effectivement, c'est un super outil parce que c'est une grammaire qui est codifiée, qui permet d'être outillé par la suite et tout ça. Mais finalement, quand on le présente aux gens, c'est un peu comme du chinois, quoi. Donc c'est quel est le juste milieu, comment on fait pour avancer, quoi. Et du coup, on parlait un peu d'accepter un peu que les choses fonctionnent pas du premier coup, et en fait, le ou en fait d'avoir un peu quelques résistances au changement. Du coup, il y a deux choses. Moi, ce sur quoi j'insiste, hein, c'est qu'on est tous là pour apprendre. Donc, faut quand même avoir cette logique de on est là pour apprendre. Et quand j'arrive sur un projet, et quand tout le monde arrive sur un projet, en fait, on a tous un vécu, on a tous une expérience, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est pas parce que on arrive avec un prisme peut-être différent pour regarder la qualité qu'en fait on va oublier et on va devenir des moutons par rapport à tout ce qu'on a vu avant. En fait, du coup, on est riche d'une expérience, tout le monde est riche de son expérience, et donc en fait, il faut la mettre à profit euh, pour rentrer un peu sur les sujets, quoi. Ça. Mais c'est un équilibre parce qu'il faut aussi accepter de désapprendre. Pourquoi? Pas parce que, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu faisais quelque chose de mal, c'est juste que les méthodologies, les technologies, les organisations ont évolué. Donc en fait, moi je dis souvent une bonne pratique, ça dépend du contexte. Donc c'est ça qu'il faut en avoir conscience. Il est évident qu'on fait plus on travaille plus exactement de la même façon qu'il y a 20 ans. Et heureusement, on voit des schémas récurrents qui reviennent quand même. C'est bon ou moins bon. Mais c'est ça aussi, c'est que voilà, il y en a qui acceptent plus souvent de faire le deuil de certaines pratiques passées pour les mettre dans leur nouvelle organisation. Et c'est pas une question d'âge. C'est une question j'ai envie de dire, d'état d'esprit. Ouais, et puis Clairement. tu gardes aussi un peu la peur sur l'inconnu. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, hein. Le, il y a un moment donné, en fait, il y a un peu de lâcher prise et il faut essayer. Et en fait, toi, il y a ce premier step de OK, on essaye, on se met dans une logique et tout ça, tu vois. Moi, je sais sur les PO, à partir du moment où on disait bah écoute, là, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'avoir un QA dans la team. Et en fait, c'est pas le QA qui vient à la fin, mais en fait, qui vient challenger un peu les choses dans l'équipe. Ouais. Et en fait, il y avait une sorte de protectionnisme de certains PO qui disaient bah non, c'est bon le test. C'est moi qui s'en occupe, etc. Sauf qu'en fait, ils ont quand même dans leur liste de tâches pas mal de choses à faire, hein. Et en fait, du coup, on commence à introduire des QA dans les teams. Et en fait, c'est là où
les PO comprennent, ah bah c'est un soulagement parce que finalement sur la partie testing, ça va occuper peut-être une partie un peu moins importante de leur calendrier parce que du coup ils peuvent se mettre un peu sur le focus un peu plus business, etc. En fait, on voit que du coup on vient impacter la vie de l'équipe, on vient que il y a du feedback avec les devs, etc. Donc il y a un changement de perspective par rapport, bah, c'est quoi la qualité dans un produit. Et une fois que les PO ont vécu ça, et bah, tu vois, c'est quand tu discutes avec eux, ils te disent, bah non, non, c'est bon, plus jamais s'en tuer, quoi, parce que maintenant ils peuvent plus s'en passer. Et oui, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait que 24 heures dans une journée, que c'était compliqué sur des produits extrêmement complexes. Non, mais c'est ça. Mais ce qui est passionnant dans une transformation, c'est pas la nouvelle technologie, le nouveau process que tu vas mettre, c'est le rapport à l'humain. Chaque personne est différente et il va pouvoir l'adapter. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Donc, parfaite transition. Merci Jérémy. Restez avec nous pour le 3e épisode où on va parler du facteur humain au cœur d'une transformation. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.